Qu'adviendrait-il si nous pouvions voir derrière les masques que chacun porte? Combien de personnes transportent en elles un enfant réduit au silence qui n'a jamais eu la permission d'exister? Cette vérité révélatrice, Jung l'a exprimée avec une clarté foudroyante. Ce que vous appelez adulte cache en fait un enfant brisé. Sous nos vêtements formels, nos titres impressionnants et nos réussites matérielles, il existe un enfant. Un enfant avec des peurs non traitées, des rêves oubliés, des douleurs qui saignent encore en silence. Cet enfant intérieur est la partie la plus authentique et vulnérable de nous-mêmes. Il contient la clé de notre véritable essence et des blocages qui nous empêchent d'atteindre la plénitude. La société nous entraîne rigoureusement à cacher cet enfant blessé derrière une façade de compétence. Nous apprenons à enterrer nos parties les plus sensibles sous des couches et des couches de protection. Nous construisons des murailles si hautes que même nous ne pouvons plus accéder à ce que nous cachons. Le monde moderne valorise la productivité, la rationalité et le contrôle émotionnel par-dessus tout. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que grandir signifie abandonner des parties de nous-mêmes. Nous entendons des phrases comme « un homme ne pleure pas »,« sois fort »,« dépasse et avance »,« arrête de faire l'enfant ». Et ainsi nous taillons nos branches les plus tendres, celles qui cherchaient encore la lumière du soleil. Jung comprenait profondément cette dynamique de l'âme humaine, cette façon dont nous enterrons nos blessures d'enfance. L'enfant blessé ne disparaît pas simplement parce que nous décidons de l'ignorer. Il reste vivant dans l'inconscient, influençant nos choix et nos réactions. Quand un adulte explose de colère de façon disproportionnée face à une petite frustration, ce n'est pas l'adulte qui réagit. C'est l'enfant en lui qui revit un moment d'impuissance du passé. Quand nous nous sentons paralysés face à un défi que nous savons rationnellement pouvoir affronter, ce n'est pas l'adulte qui paralyse. C'est l'enfant qui a un jour appris que tenter quelque chose de nouveau apportait humiliation ou rejet. Le génie de Jung résidait dans sa capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir l'enfant caché derrière l'adulte. Il a compris que la véritable maturation ne consiste pas à supprimer l'enfant intérieur, mais à le guérir. Le travail d'individuation consiste précisément à amener à la conscience ces parties de nous reléguer dans l'ombre. Intégrer signifie reconnaître, accueillir et donner voix aux parties blessées que nous portons. C'est le chemin vers la totalité pour devenir des êtres humains complets et authentiques. Combien de fois avez-vous ressenti un conflit interne entre ce que vous deviez faire et ce que vous vouliez vraiment faire? C'est le dialogue silencieux entre l'adulte socialement construit et l'enfant intérieur qui cherche à s'exprimer. Notre société regorge d'adultes qui fonctionnent parfaitement dans le monde extérieur. Des cadres performants, des professionnels respectés, des parents exemplaires aux yeux de la communauté. Mais à l'intérieur, beaucoup portent un vide existentiel profond, une sensation que quelque chose d'essentiel s'est perdu en chemin. Ce vide est l'espace où l'enfant intérieur a été réduit au silence, où le soi authentique a été sacrifié. La souffrance psychique moderne, anxiété, dépression, dépendance, relations dysfonctionnelles, a ses racines dans cette déconnexion. Quand nous perdons contact avec notre essence la plus vraie, nous perdons aussi la boussole interne qui nous guide. Le processus de retrouvailles avec l'enfant intérieur est un voyage de rédemption de l'âme. C'est une plongée courageuse dans les eaux profondes de l'inconscient pour récupérer des parties perdues de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de régresser ou de s'infantiliser, comme certains pourraient le supposer superficiellement. Il s'agit de récupérer la vitalité, la spontanéité et la capacité d'émerveillement qui sont les droits naturels de tout être humain. L'enfant intérieur porte non seulement des blessures, mais aussi des trésors inestimables. Il garde notre créativité la plus pure, notre intuition la plus aiguisée, notre capacité d'aimer sans réserve. L'adulte véritablement mature n'est pas celui qui a supprimé son enfant intérieur. C'est celui qui a établi un dialogue aimant avec lui, qui l'a accueilli et intégré consciemment. Lorsque nous ne reconnaissons pas nos blessures infantiles, elles continuent à diriger notre vie depuis l'ombre. Elles deviennent ces forces invisibles qui sabotent nos relations, notre carrière, notre bonheur. La théorie des complexes de Jung illustre parfaitement cette dynamique inconsciente. Un complexe est une constellation d'émotions, de souvenirs et de pensées chargées qui se forment autour d'une blessure psychique. Ces nœuds émotionnels deviennent autonomes, agissant comme des personnalités, partielles au sein de notre psyché.
Ils peuvent prendre le contrôle de notre conscience à certains moments, particulièrement sous stress. Avez-vous déjà été surpris par votre propre réaction disproportionnée à une situation apparemment banale? C'est le signe qu'un complexe a été activé, qu'une ancienne blessure d'enfance a été touchée. Notre enfant intérieur blessé porte les empreintes de tous les moments où nous avons dû nous adapter pour survivre. Toutes les fois où nous avons dû être forts quand nous nous sentions vulnérables. Toutes les fois où nous avons dû cacher notre tristesse pour ne pas déranger. Toutes les fois où nous avons dû réprimer notre colère pour maintenir l'harmonie familiale. Cette adaptation était nécessaire à une époque où nous n'avions pas d'autres ressources. Mais continuer à vivre avec ces mêmes stratégies dans notre vie adulte nous maintient dans une prison invisible. Notre personnalité devient alors ce que Jung appelait le masque ou la persona. Cette façade sociale que nous présentons au monde extérieur pour obtenir approbation et acceptation. Plus ce masque est éloigné de notre véritable nature, plus nous ressentons une sensation de vide et d'inauthenticité. Plus nous nions l'existence de notre enfant intérieur, plus son influence sur notre vie devient chaotique. Le processus d'individuation nous invite à une réconciliation profonde avec ces parties fragmentées de nous-mêmes, à reconnaître que derrière chaque comportement adulte, dysfonctionnel se cache un enfant qui cherche seulement à se faire entendre. Cette reconnexion commence par un acte simple, mais révolutionnaire. Écoutez. Écoutez ce que notre corps essaie de nous dire à travers ses symptômes et ses malaises. Écoutez les messages codés de nos rêves, ces fenêtres vers l'inconscient que Jung a si brillamment déchiffrés. Écoutez ces émotions inconfortables que nous nous empressons habituellement de faire taire. Cette écoute authentique crée un espace sacré où l'enfant blessé peut enfin se révéler, où il peut raconter son histoire sans peur d'être à nouveau rejeté ou humilié. Le chemin vers la guérison intérieure passe par la compassion envers soi-même. Pas cette compassion superficielle qui nous dit simplement que tout va bien, mais cette compassion profonde qui nous permet de regarder nos blessures sans détourner le regard, de reconnaître notre souffrance sans tomber dans l'identification totale avec elle. C'est le regard aimant du parent intérieur, guéri, qui permet à l'enfant blessé de se transformer. Cet acte d'amour envers soi-même est le fondement de toute guérison psychique véritable. Jung considérait que la névrose était essentiellement la souffrance d'une âme qui n'a pas découvert son sens, une vie qui n'a pas trouvé sa voix unique, son expression authentique, sa raison d'être. Cette quête de sens est intimement liée à notre relation avec l'enfant intérieur, car c'est souvent cet enfant qui porte la vision originelle de notre destin, de notre potentiel inexploré. Nos passions les plus profondes, nos talents innés, nos aspirations les plus authentiques résident dans cette partie de nous. Avant que le monde ne nous dise qui nous devions être, l'enfant savait intuitivement qui il était appelé à devenir. Le processus de réconciliation avec l'enfant intérieur n'est donc pas seulement thérapeutique, il est aussi téléologique. Il ne vise pas uniquement à guérir le passé, mais à libérer le futur, à permettre l'émergence de notre potentiel latent. Cette perspective donne un nouveau sens à nos souffrances et à nos luttes intérieures. Elles deviennent les étapes nécessaires d'un voyage plus large vers la totalité psychique, vers ce que Jung nommait le soi. Notre relation à l'enfant intérieur est en constante évolution, comme toute relation vivante et significative. Ce n'est pas un problème à résoudre une fois pour toutes, mais un dialogue continu qui s'approfondit avec le temps. Un dialogue qui se manifeste dans nos rêves, nos intuitions, nos réactions émotionnelles, nos créations. Parfois, pour accéder à cet enfant intérieur, nous devons traverser des zones d'ombre que nous avons passé notre vie à éviter. Ces aspects refoulés de notre psyché que Jung a nommés l'ombre contiennent non seulement nos blessures, mais aussi nos ressources cachées. Plus nous avons réprimé notre authenticité pour nous conformer aux attentes extérieures, plus notre ombre est dense et chargée. Plus notre persona est rigide et parfaite. Plus notre ombre contient d'énergie vitale inexploitée. Jung nous invitait à considérer l'ombre non comme un ennemi à combattre, mais comme un trésor à récupérer. Cette perspective transforme radicalement notre relation à nos aspects les plus difficiles, à nos émotions les plus inconfortables. La colère refoulée de l'enfant intérieur peut devenir, une fois reconnue et intégrée, une saine capacité d'affirmation. La tristesse non exprimée peut se transformer en profondeur émotionnelle et en capacité d'empathie authentique.
La peur non accueillie peut évoluer vers une prudence sage et une intuition affûtée face aux dangers réels. Ce travail d'intégration est symbolisé par l'archétype de l'enfant divin dans l'œuvre de Jung. Cet enfant qui naît au milieu des circonstances les plus adverses, porteur d'un renouveau psychique profond. Il représente cette capacité innée de l'âme humaine à se régénérer, à créer du sens même au cœur des ténèbres. L'enfant archétypal est à la fois vulnérable et doté d'un pouvoir transformateur immense. Sa vulnérabilité même est sa force, car elle lui permet de rester ouvert, authentique, en contact avec l'essence de la vie. Dans nos sociétés contemporaines, nous avons perdu contact avec cette sagesse de l'enfant intérieur. Nous valorisons l'expertise, la maîtrise, la certitude, toute qualité de l'adulte rationnel. Nous méprisons la vulnérabilité, l'incertitude, l'émerveillement, ces qualités essentielles de l'enfant authentique. Cette déconnexion collective se manifeste dans nos institutions déshumanisantes, dans nos relations superficielles, dans notre incapacité croissante à nous émerveiller devant la beauté simple du monde, à ressentir profondément. Les conséquences psychiques de cette rupture sont dévastatrices à l'échelle individuelle et collective. La dépression, l'anxiété chronique, la dépendance aux écrans, la consommation compulsive deviennent des épidémies modernes. Ces symptômes sont les cris de l'enfant intérieur collectif qui cherche désespérément à être entendu. Que se passerait-il si nous commencions à écouter ces signaux comme des messages plutôt que comme des problèmes à supprimer? Que se passerait-il si nous reconnaissions la sagesse cachée derrière nos symptômes apparemment dysfonctionnels? Jung comprenait que le symptôme est toujours une tentative de guérison, un message codé de l'inconscient. Notre résistance à ce message ne fait qu'amplifier sa manifestation, comme un enfant qui crie plus fort quand on l'ignore. Lorsque nous apprenons à déchiffrer le langage symbolique de l'inconscient, une nouvelle voie s'ouvre. Une voie qui ne consiste pas à combattre nos symptômes, mais à dialoguer avec eux, à comprendre leur message sous-jacent. Ce dialogue intérieur est facilité par les pratiques que Jung a développées tout au long de sa vie. L'imagination active, qui permet de donner une voix et une forme à nos conflits intérieurs. L'analyse des rêves, qui révèle les messages que l'inconscient nous envoie chaque nuit. Le travail avec les symboles qui transcendent les limitations de la pensée purement rationnelle. Ces méthodes créent un pont entre le monde de l'adulte rationnel et celui de l'enfant intuitif. Elles permettent une communication entre ces parties de nous-mêmes qui parlent des langages différents, car l'enfant intérieur s'exprime rarement dans le langage direct et logique de l'adulte. Il parle à travers les sensations corporelles, les émotions spontanées, les images intérieures, les rêves. Apprendre à reconnaître et à valoriser ce langage symbolique est une étape cruciale de l'individuation. C'est un acte de respect envers cette partie de nous qui détient une sagesse différente mais essentielle. L'enfant intérieur est notre lien avec l'inconscient collectif, ce vaste réservoir d'expériences humaines. Il est notre connexion avec les archétypes, ces modèles primaires qui façonnent notre expérience psychique. Sans relation vivante avec cet enfant, nous perdons accès à une dimension entière de notre humanité. Nous devenons alors des adultes unidimensionnels, coupés de nos racines, de notre créativité, de notre vitalité. Le chemin vers l'intégration de l'enfant intérieur est unique pour chaque individu. Il n'existe pas de méthode standardisée, de technique universelle pour accomplir cette réconciliation intérieure. Ce voyage est aussi unique que notre empreinte digitale psychique, que notre constellation personnelle de blessures et de dons. Pour certains, le pont vers l'enfant intérieur se construira à travers l'expression artistique. La créativité nous reconnecte naturellement avec cet état de présence, de fluidité et d'émerveillement propre à l'enfance. Pour d'autres, c'est la nature qui servira de médiateur dans cette rencontre avec les parties oubliées d'eux-mêmes. Le contact avec les éléments naturels nous ramène à une simplicité essentielle, à une appartenance primordiale. D'autres encore trouveront leur voie à travers le corps, ce témoin silencieux de notre histoire émotionnelle. Les approches somatiques reconnaissent que nos traumatismes sont stockés non seulement dans notre psyché, mais aussi dans nos tissus. Jung lui-même a développé des méthodes uniques pour dialoguer avec son propre enfant intérieur. Son livre rouge témoigne de ce voyage intime dans les profondeurs de son âme, de sa descente courageuse dans l'inconscient. Il y a documenté ses conversations avec les figures intérieures qui habitaient son paysage psychique.
Ce faisant, il nous a offert un modèle d'engagement authentique avec les dimensions cachées de notre être. Jung ne se contentait pas de théoriser sur l'inconscient, il l'explorait activement, personnellement. Cette intégrité entre sa vie personnelle et son œuvre professionnelle est une inspiration pour notre propre quête. Elle nous rappelle que la connaissance véritable de la psyché humaine ne peut être purement intellectuelle. Elle doit être vécue, incarnée, intégrée à travers l'expérience directe pour devenir une sagesse transformatrice. L'enfant intérieur n'est pas seulement la partie blessée de nous qui a besoin de guérison, il est aussi le gardien de notre joie authentique, de notre spontanéité, de notre capacité d'émerveillement. Combien d'adultes ont perdu la capacité de s'émerveiller devant un coucher de soleil, un flocon de neige, un sourire? Combien se sont coupés de la joie simple d'être vivant, présent, connecté à l'instant? Cette dimension de l'enfant intérieur est tout aussi importante que ses aspects blessés ou vulnérables. Réveiller cette capacité d'émerveillement est une étape cruciale de la maturation psychique véritable. Car contrairement aux idées reçues, l'adulte mature n'est pas celui qui a réprimé sa joie et sa spontanéité. C'est celui qui a intégré la sagesse de l'expérience tout en préservant la fraîcheur du regard de l'enfant. Jung parlait de cette qualité comme d'une seconde innocence, différente de la naïveté première de l'enfance. Une innocence consciente, choisie, qui coexiste harmonieusement avec la profondeur de l'expérience adulte. Cette intégration des contraires était au cœur de la vision jungienne de la santé psychique, l'union des opposés apparents, rationalité et intuition, force et vulnérabilité, sagesse et innocence. L'adulte qui nie son enfant intérieur se coupe non seulement de ses blessures, mais aussi de ses ressources les plus précieuses, de sa créativité spontanée, de sa capacité d'adaptation, de son contact direct avec l'énergie vitale. Nos systèmes éducatifs modernes, malheureusement, contribuant souvent à cette déconnexion progressive. Ils valorisent la conformité, la performance mesurable, l'acquisition de connaissances standardisées. Ils négligent le développement de l'intelligence émotionnelle, de la créativité, de la conscience de soi. Les enfants apprennent très tôt à sacrifier leur authenticité pour obtenir approbation et reconnaissance. Ce conditionnement crée le terrain fertile pour la dissociation future entre l'adulte apparent et l'enfant intérieur refoulé. Il nous prépare à devenir ces adultes qui, comme Jung l'observait, cachent un enfant brisé derrière leur façade. Mais un changement profond est en cours dans notre conscience collective, une réévaluation de ces dynamiques. De plus en plus de personnes reconnaissent l'importance de guérir la relation avec leur enfant intérieur. Ils comprennent que sans cette réconciliation, aucun succès extérieur ne peut combler le vide existentiel. Les thérapies contemporaines intègrent de plus en plus cette dimension du travail psychique profond. Elles reconnaissent que derrière les symptômes apparents se cache souvent un enfant qui n'a pas été entendu, vu ou valorisé. Jung avait anticipé ce tournant dans notre compréhension de la guérison psychique. Sa psychologie analytique a posé les fondations d'une approche qui honore la totalité de l'être humain. Une approche qui ne cherche pas simplement à adapter l'individu aux normes sociales dysfonctionnelles, mais qui vise à libérer le potentiel unique de chaque âme, à faciliter l'expression authentique de sa nature essentielle. Dans cette perspective, nos blessures d'enfance ne sont pas simplement des obstacles à surmonter. Elles sont des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des invitations au voyage intérieur. Ce que nous percevons initialement comme nos plus grandes faiblesses peut devenir, à travers ce processus, nos plus grandes forces. Nos sensibilités particulières, nos vulnérabilités spécifiques contiennent les germes de nos dons uniques. L'hypersensible que l'on a fait taire peut devenir l'artiste capable de traduire les nuances subtiles de l'expérience humaine. L'enfant trop intense que l'on a réprimé peut devenir le visionnaire passionné qui inspire le changement. Le rêveur que l'on a ramené brutalement à la réalité peut devenir l'innovateur qui imagine de nouveaux possibles. C'est précisément dans nos blessures les plus profondes que se cachent nos contributions les plus significatives au monde. Cette alchimie de la souffrance transformée en sagesse était au cœur de la vision jungienne de l'individuation. Non pas une guérison qui nous ramène simplement à la normalité, mais une transformation qui révèle notre unicité. Car ce que Jung appelait le soi n'est pas une entité générique, un modèle standardisé de santé psychique. C'est l'expression la plus complète et authentique de notre nature individuelle, de notre essence singulière.
L'enfant intérieur est le gardien de cette singularité, de cette graine unique que nous sommes venus planter dans ce monde. C'est pourquoi sa récupération est bien plus qu'une démarche thérapeutique personnelle. C'est un acte de fidélité envers notre vocation la plus profonde, envers le don que nous sommes venus offrir. Dans un monde qui valorise l'uniformité, qui pousse à la conformité, ce voyage vers l'authenticité est presque révolutionnaire. C'est un acte de courage que de récupérer ces parties de soi que la société a jugées inacceptables, inappropriées, inutiles. Pourtant, c'est précisément dans ces parties rejetées que réside souvent notre contribution la plus précieuse. Jung a vécu cette vérité dans sa propre vie, osant explorer des territoires que la science de son époque rejetait. Son écoute profonde de son propre enfant intérieur, de ses rêves, de ses visions, l'a conduit à des découvertes révolutionnaires. Il nous a montré par l'exemple que l'intégration de notre enfant intérieur est la clé de notre épanouissement unique, que c'est en honorant ces parties vulnérables, intuitives, non rationnelles de nous-mêmes que nous accédons à notre plein potentiel. Le monde actuel a désespérément besoin d'adultes qui ont récupéré leur enfant intérieur, d'êtres humains qui peuvent allier la maturité de l'expérience à la fraîcheur du regard de l'enfant, qui peuvent naviguer les complexités de notre époque tout en préservant leur capacité d'émerveillement et d'espoir, qui peuvent contribuer à créer une culture plus humaine, plus compatissante, plus respectueuse de la diversité de l'âme humaine. Ce processus de réconciliation avec l'enfant intérieur commence par un simple acte de reconnaissance. Reconnaître que cet enfant existe en nous, qu'il influence nos choix, nos réactions, nos relations. Cette reconnaissance brise déjà le premier voile de déni qui maintient la dissociation intérieure. Elle ouvre la porte à une exploration plus profonde, à une rencontre authentique avec ces parties oubliées de nous-mêmes. L'étape suivante consiste à établir un dialogue respectueux avec cet enfant intérieur, non pas depuis la position de l'adulte critique qui sait mieux, qui juge et qui corrige, mais depuis une posture d'ouverture, de curiosité bienveillante, d'écoute véritable, comme nous le ferions avec un enfant réel qui nous confierait ses peurs, ses joies, ses rêves. Jung nous invitait à honorer la sagesse particulière de l'enfant, sa perception intuitive et immédiate, à reconnaître que l'enfant en nous voit souvent des vérités que l'adulte rationnel ne peut percevoir. Cette écoute n'est pas toujours facile ou confortable, car l'enfant intérieur porte nos émotions les plus intenses, notre tristesse la plus profonde, notre colère la plus brûlante, notre peur la plus paralysante. C'est précisément pourquoi nous avons appris à nous en couper, à construire ces murs de protection psychique. Mais c'est aussi pourquoi sa récupération est si libératrice, si profondément revitalisante, car en nous reconnectant à ces émotions authentiques, nous récupérons également l'énergie vitale qu'elles contiennent. L'énergie que nous dépensions à maintenir ces murs intérieurs devient disponible pour notre créativité, notre présence. Le dialogue avec l'enfant intérieur peut prendre de nombreuses formes selon notre tempérament unique. Certains le retrouveront à travers l'écriture intuitive, laissant sa voix s'exprimer sans censure sur la page. D'autres préféreront un dialogue imaginaire, créant un espace intérieur sécurisé pour cette rencontre. Le travail avec les rêves offre également une voie royale vers cette partie de notre psyché. Car dans nos rêves, l'enfant intérieur apparaît souvent sous diverses formes symboliques, parfois littéralement comme un enfant, parfois comme un animal vulnérable, parfois comme un objet précieux oublié. Apprendre à reconnaître ces manifestations dans nos rêves enrichit considérablement notre dialogue intérieur. Au fil de ce processus, une transformation subtile mais profonde se produit dans notre relation à nous-mêmes. Nous commençons à traiter nos propres vulnérabilités avec la même compassion que nous offririons à un enfant souffrant. Cette autocompassion authentique est radicalement différente de l'indulgence excessive ou de la complaisance. Elle est ancrée dans une compréhension profonde de notre humanité, de notre histoire, de nos besoins légitimes. Elle nous permet de reconnaître nos limites sans honte, d'accepter nos imperfections sans autodépréciation. Cette nouvelle relation à soi transforme naturellement nos relations avec les autres, car la façon dont nous traitons l'enfant en nous devient le modèle de notre relation au monde extérieur. Si nous jugeons sévèrement nos propres vulnérabilités, nous tendrons à juger celles des autres avec la même dureté. Si nous accueillons avec compassion nos propres blessures,
nous pourrons offrir cette même présence aux autres. C'est ainsi que la guérison individuelle devient un acte de guérison collective, une contribution au tout. Jung comprenait profondément cette dimension transpersonnelle du travail psychique individuel. Il voyait l'individuation non comme un acte d'isolement égoïste, mais comme une responsabilité envers la collectivité. En devenant plus pleinement nous-mêmes, nous offrons au monde le don unique que nous sommes venus lui apporter. En guérissant notre propre enfant intérieur, nous contribuons à guérir l'enfant collectif de notre culture. Cette perspective donne une dimension sacrée à ce travail apparemment personnel et psychologique. Elle le relie aux grandes traditions spirituelles qui ont toujours valorisé l'innocence retrouvée, la simplicité du cœur. Jung lui-même établissait des liens profonds entre son travail psychologique et les traditions mystiques du monde entier. Il reconnaissait dans les symboles religieux des expressions archétypales de cette quête universelle vers la totalité. Devenir comme les petits-enfants prend alors un sens psychologique profond, au-delà de l'interprétation littérale. C'est une invitation à récupérer cette qualité d'être essentiel qui précède nos conditionnements, nos défenses, nos masques. L'enfant intérieur est aussi notre connexion avec la nature, avec notre corps, avec notre animalité fondamentale. Dans une culture qui valorise l'esprit au détriment du corps, la raison au détriment de l'intuition, c'est une reconnexion vitale. Cette réconciliation nous aide à retrouver notre place dans le grand tissu de la vie, à guérir notre séparation illusoire, à reconnaître que nous ne sommes pas des observateurs détachés du monde, mais des participants intimement liés à tout ce qui est. L'enfant en nous perçoit naturellement cette interconnexion, cette appartenance fondamentale que l'adulte a oubliée. Il sent l'unité sous-jacente de la vie, la parenté entre tous les êtres, l'interdépendance de toutes choses. Cette perception intuitive que Jung associait à la fonction sentiment, à cette capacité de saisir la valeur et la signification. Une intelligence différente mais complémentaire de la fonction pensée, de l'analyse rationnelle et objective. Notre culture technologique a progressivement dévalué cette intelligence du cœur, cette sagesse intuitive de l'enfant. Elle a élevé la raison instrumentale au rang de seule forme légitime de connaissance, rejetant le reste comme irrationnel. Cette déconnexion collective a des conséquences dévastatrices sur notre relation à la nature, aux autres, à nous-mêmes. Elle est à la racine de nombreuses crises contemporaines, écologiques, sociales, spirituelles. La récupération de l'enfant intérieur n'est donc pas un luxe psychologique pour quelques privilégiés en quête de croissance personnelle. C'est une nécessité collective si nous voulons créer une culture plus équilibrée, plus sage, plus durable. Une culture qui honore toutes les dimensions de l'expérience humaine, qui intègre le rationnel et l'intuitif, le visible et l'invisible, qui reconnaît que la vraie maturité n'est pas l'abandon de l'enfant, mais son intégration consciente dans une totalité plus large. Ce processus d'individuation dont parlait Jung est finalement un chemin d'intégration progressive de tous les aspects de notre être. Un chemin qui nous conduit vers une conscience plus inclusive, plus nuancée, plus capable d'embrasser les paradoxes de l'existence, vers cette coïncidence des opposés que les alchimistes, ces précurseurs de la psychologie des profondeurs, recherchaient ardemment. La réconciliation entre l'adulte et l'enfant intérieur est un des aspects fondamentaux de cette grande œuvre alchimique de l'âme. Elle transforme le plomb de nos blessures en or de la sagesse, nos limitations en possibilités, nos ombres en lumière. Ce processus n'est jamais achevé, jamais parfait, jamais définitif. C'est un dialogue continu, une danse perpétuelle. Certains jours, l'adulte prendra naturellement les commandes, avec sa capacité de planification, d'analyse, de structure. D'autres jours, l'enfant guidera avec sa spontanéité, son intuition, sa capacité de présence immédiate et d'émerveillement. La santé psychique réside dans cette fluidité, dans cette capacité à naviguer consciemment entre ces différents aspects de soi. À reconnaître quel personnage intérieur est le mieux équipé pour répondre aux défis spécifiques d'une situation donnée. À ne pas rester figé dans un mode unique de fonctionnement, qu'il soit celui de l'adulte hyper-rationnel ou de l'enfant impulsif. Cette flexibilité psychique est le signe d'une maturité véritable, d'une relation intégrée à toutes les facettes de notre être. Jung nous rappelle que l'objectif n'est pas la perfection, mais la complétude, pas l'absence de failles,
mais leur reconnaissance consciente. Cette acceptation profonde de notre humanité dans toutes ses dimensions est libératrice. Elle nous permet de déposer le fardeau de la perfection, cette quête épuisante d'un idéal impossible à atteindre. De reconnaître que nos failles, nos vulnérabilités, nos parts d'ombre font intégralement partie de notre humanité, qu'elles sont même souvent les portes d'entrée vers une conscience plus profonde, vers une compassion plus authentique. L'enfant intérieur blessé, une fois reconnu et intégré, devient paradoxalement une source de force et de résilience. Non, pas la force rigide et défensive de l'ego, mais la force souple et adaptative de l'âme qui a traversé ces ténèbres. Cette force est comme celle du bambou qui plie mais ne rompt pas, qui s'adapte au vent contraire sans perdre son essence. Elle nous permet de rester ancrés dans notre vérité intérieure, même au milieu des tempêtes de la vie. Le voyage de réconciliation avec l'enfant intérieur est donc un pèlerinage vers notre propre centre, un retour à la source, à cette essence originelle que Jung associait au soi, ce noyau organisateur de la psyché, ce centre qui n'est pas seulement personnel, mais qui nous relie au cosmos entier, à la totalité de la vie. Chaque pas vers la guérison de notre enfant intérieur est ainsi un pas vers la guérison du monde, car en restaurant notre propre intégrité psychique, nous contribuons à restaurer l'équilibre plus large dont nous faisons partie. En honorant la sagesse unique de notre enfant intérieur, nous honorons la diversité des façons d'être humains. Nous créons un espace où d'autres peuvent également reconnaître et exprimer leur vérité unique, leurs dons particuliers. C'est ainsi que la transformation individuelle devient le ferment d'une transformation sociale et culturelle plus vaste. Jung voyait dans cette œuvre intérieure la clé d'un renouveau collectif, d'une évolution de la conscience humaine. Il nous invitait à prendre au sérieux nos rêves, nos intuitions, nos émotions comme des messages essentiels pour ce voyage, à reconnaître que derrière le masque de l'adulte compétent et rationnel que notre culture valorise, tant se cache un trésor de sensibilité, de créativité, de sagesse intuitive que notre monde a désespérément besoin de récupérer. Imaginez un monde où chaque enfant serait vu, entendu, valorisé dans sa singularité essentielle, où nous n'aurions pas à fragmenter notre être pour obtenir l'amour et l'acceptation dont nous avons fondamentalement besoin, où notre sensibilité serait perçue comme une force, notre vulnérabilité comme une ouverture, notre unicité comme un don. Ce monde commence à l'intérieur de chacun de nous, dans cette relation intime que nous établissons avec notre propre enfant intérieur, dans ce dialogue guérissant qui transforme progressivement notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Chaque fois que nous accueillons avec compassion une émotion difficile, au lieu de la réprimer, nous créons ce monde. Chaque fois que nous honorons notre sensibilité unique, au lieu de la juger, nous créons ce monde. Chaque fois que nous écoutons la sagesse de notre intuition au lieu de l'étouffer sous la rationalité, nous créons ce monde. Ce travail intérieur silencieux et invisible est peut-être la contribution la plus significative que nous puissions offrir. Car comme l'a si profondément compris Jung, les grandes transformations commencent toujours dans les profondeurs de l'âme individuelle. Elles irradient ensuite vers l'extérieur, touchant naturellement tous les cercles de nos relations, de nos engagements. Le chemin de réconciliation avec l'enfant intérieur est ainsi un chemin de transformation globale, de guérison à tous les niveaux. Un chemin qui nous ramène à notre nature essentielle, tout en nous permettant d'embrasser pleinement notre responsabilité d'adulte, qui nous reconnecte à notre vitalité primordiale, tout en nous invitant à la canaliser consciemment au service de la vie. Ce dialogue sacré entre les différentes parties de notre être est l'œuvre d'une vie entière, un processus sans fin, une danse perpétuelle entre lumière et ombre, conscience et inconscient, adulte et enfant, personnel et transpersonnel. Une danse qui s'approfondit avec chaque cycle, avec chaque passage à travers le feu transformateur de nos défis existentiels. Car comme nous le rappelle Jung, ce que nous appelons adulte cache en fait un enfant brisé qui attend d'être reconnu et guéri. Un enfant qui porte non seulement nos blessures, mais aussi nos dons les plus précieux, notre contribution unique à la tapisserie de la vie.